Félix Parenteau, bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, on reçoit Élodie Résine qui nous parle de la santé mentale à l'École nationale de l'humour. On continue avec Jade Bolduc qui va nous parler du spectacle Décembre. Ensuite, on va parler d'une écrivaine qui s'est faite connaître par les réseaux sociaux avec Thémis Desmadrilles, défilé de la Fashion Week avec Elia Lemoine, des comédies musicales avec Marine Langtin et finalement d'improvisation avec Shauna Grevel. Et on commence tout de suite avec Élodie. Allô? Allô? Qui nous parle de comment la santé mentale peut être un enjeu à l'École nationale de l'humour. Alors, comment l'École nationale de l'humour change-t-elle la vie d'une personne? Bien, je dirais qu'il faut savoir, premièrement, que l'École nationale de l'humour, c'est quand même une grosse charge de travail. Donc, ça amène des difficultés pour les élèves à gérer les différentes sphères de leur vie, donc la famille, les amis, autres que l'école. Il y en a qui ont de la misère à travailler, donc ça peut apporter des difficultés financières aussi. Okay. Puis, l'école propose 2 programmes d'études, soit l'écriture humoristique ou création humoristique. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui vient avec une plus grande charge de travail? Je dirais pas une plus grande charge de travail, mais une charge de travail différente. Donc, au niveau de l'écriture humoristique, c'est une plus grande charge de travail, donc plus de travail à remettre comme on l'entend. Mais aussi, pour la création humoristique, c'est un peu différent. C'est plus des remises en question au niveau des sketchs, du style de l'humour. C'est un peu plus difficile à ce niveau-là. Puis justement, qu'est-ce qui crée autant de remises en question? C'est vraiment l'école qui pousse les élèves à autant se remettre en question. Donc, les professeurs qui vont beaucoup pousser les élèves à se discipliner. Donc, ça crée ça, évidemment, pour les élèves. Puis, est-ce que la santé mentale, c'est un tabou à l'École nationale de l'humour? À l'École nationale de l'humour, pas du tout. Mon invité, Alexis Fortin, témoignait que tous les élèves étaient extrêmement proches les uns des autres, donc la cohorte. Et donc, ça crée une certaine facilité à parler de ces sujets-là, donc la santé mentale. Mais dans le monde de l'humour, qui est un monde vraiment beaucoup de paraître, c'est un peu plus difficile. Puis aussi, là, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises en place par l'école? Oui, donc il y a une aide psychosociale qui est apportée à l'école pour les élèves, évidemment. Donc, c'est une travailleuse sociale spécialisée dans le domaine de la pédagogie artistique qui est là quelques jours par semaine pour les élèves. Je suis intéressée, c'est qui précisément que vous avez interviewé? Alexis Fortin, qui est un diplômé de l'École nationale de l'humour, et Félix Wagner, qui est en train d'étudier présentement en création humoristique. Merci beaucoup, Élodie. On continue maintenant avec Jade, qui nous parle du spectacle Décembre de Québecissime qui vit une métamorphose. Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va. Alors, Québecissime produira un nouveau spectacle durant le temps des fêtes. Pourrais-tu nous en parler un peu plus? Oui, en effet. Le nouveau spectacle de Noël Décembre de Québecissime vit une métamorphose cette année. Il a été créé en 1995. Selon le producteur du spectacle depuis maintenant 28 ans, Robert Doré, les spectateurs ne seront pas déboussolés puisqu'on conserve toujours les mêmes valeurs et les mêmes traditions à l'intérieur du spectacle. Selon M. Doré, le message transmis et l'essence du spectacle restera toujours le même. Le spectacle va être présenté du 12 au 29 décembre à la salle Pierre-Mercure à Montréal et les 6 et 7 décembre au Théâtre du Palais municipal à la Baie. Puis quelles sont les nouvelles différences entre l'ancienne et la nouvelle version? Oui, en fait, les principales différences se retrouvent vraiment au niveau des chorégraphies et de la musique. C'est maintenant le chorégraphe Alex Francaire, qui est connu pour sa participation à l'émission Révolution, qui se charge de créer les danses pour tout le spectacle. Pour les musiciens, ils étaient anciennement placés à côté de la scène et maintenant sont vraiment intégrés dans la mise en scène. Donc, ils jouent un rôle un peu plus important qu'avant. Puis, ça a été quoi le plus gros défi à relever pour l'équipe de production? Le plus gros défi, ça a vraiment été de s'adapter à l'espace disponible parce qu'en changeant de salle de spectacle, l'espace disponible pour faire toute la mise en scène a diminué de 15 pieds. Alors, l'équipe de Québecissime a dû tout refaire, les accessoires, les costumes, comme les maisons, par exemple, pour pouvoir s'accommoder à leur nouvel environnement. OK, puis pourquoi ils ont décidé de faire d'autant gros changements? Oui, bien, malgré la popularité grandissante à chaque année du spectacle, la salle Albert-Rousseau à Montréal a décidé de mettre fin au contrat du spectacle à Noël en 2023, tout juste avant Noël en 2023, à la grande surprise de toute l'équipe de Québecissime qui s'en attendait vraiment pas. Alors, c'est pour ça qu'ils ont décidé de tout changer le spectacle comme ça. Mais merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup. On enchaîne avec Tennis qui nous parle de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la carrière d'une écrivaine. Allô? Salut! Alors, pourquoi Justine a-t-elle utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître? Ben, comme beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, Justine Bull, qui est donc une auteure française, elle a utilisé les réseaux sociaux pour partager sa passion pour la lecture et pour les livres. Elle a notamment écrit quelques romans de son côté quand elle était plutôt adolescente, puisqu'elle a vu que c'est ce qui fonctionnait pour les influenceuses américaines en tout cas, et que ça pouvait prendre une certaine ampleur.
Et donc, au bout d'un moment, elle a quand même une certaine communauté, ce qui lui a permis d'auto-éditer son livre une première fois. Puis comment ça s'est passé, la publication de son livre? Bah alors en auto-édition, ce qui se passe, c'est que c'est à l'auteur de s'occuper de toutes les tâches que comporte la publication d'un livre. Donc on a la lecture des fautes d'orthographe, trouver un imprimeur pour imprimer le livre, les couvertures et tout ça. Ça limite beaucoup la distribution du livre puisqu'il est disponible seulement sur Internet et dans aucune librairie, aucun commerce. Et c'est un peu le problème. Et donc finalement, elle a pu rééditer son livre une deuxième fois par le biais d'une maison d'édition. Puis passer par la maison d'édition, est-ce que ça a changé quelque chose? Mais ça a changé deux principales choses, notamment d'un point de vue technique, puisqu'elle n'avait plus à faire tout ce qui était les tâches dans l'auto-édition, puisque c'est maintenant la maison d'édition qui s'en occupait. Et aussi d'un point de vue social, ça a beaucoup accru sa notoriété et sa crédibilité dans le monde des écrivains, auprès de ses lecteurs et tout ça. Elle le dit elle-même, hein, les libraires pensent que quand un auteur n'a pas de maison d'édition, bah, ça ne vaut pas le coup. Et donc c'est sûr que ça a juste tout été bénéfique pour elle. Puis est-ce qu'il y a une certaine part de chance en utilisant les réseaux sociaux? Mais il y a quand même du travail et de la motivation, parce que les vidéos sur Internet, il faut quand même les poster, il y a du travail dessus. Mais il y a énormément de chance. Notre génération, elle le sait très très bien, l'algorithme, il peut faire exploser une vidéo en un rien de temps et son créateur de contenu avec. Mais Justine, elle insiste sur le fait qu'elle est très reconnaissante que ça ait fonctionné pour elle, parce que c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Merci beaucoup, Thémis. Merci. Ensuite, Elia va nous parler d'une jeune étudiante française qui a défilé à la Fashion Week de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, comment Lynn a-t-elle pu défiler à la Fashion Week? Donc Lynn, elle a pu défiler grâce à ses contacts qu'elle a eus au sein de sa première année de ses études supérieures. Donc elle a eu le contact de la designeuse de la marque pour laquelle elle a défilé. Okay, puis c'est pour qui elle a défilé? Elle a défilé pour la marque UKR Design. Donc c'est une marque de prêt-à-porter luxueux ukrainien. Enfin, c'est une marque ukrainienne du coup. Parfait. Puis est-ce que cette expérience lui a apporté des débouchés? Oui, ça lui a permis de pouvoir participer à la Fashion Week de mars. Et aussi, elle a eu des propositions, parce qu'en gros, UKR Design, c'est une marque qui est dans l'agence Havana Showroom à Paris. Et dans cette agence, il y a plusieurs marques. Donc elle a eu aussi la possibilité de pouvoir travailler avec les autres marques de l'agence. Et elle a eu aussi la proposition d'un stage pour sa deuxième année d'études supérieures. Puis est-ce que ce défilé a changé quelque chose en elle? Oui, ça lui a permis de s'améliorer, notamment sur ses gestes parasites pendant le défilé. Elle a aussi pu discuter avec les nombreux mannequins qui étaient là avec elle pour défiler, et elle a pu s'améliorer pendant son défilé. Puis brièvement, ça se passe comment, une journée de défilé? La journée type d'un défilé, ça se passe qu'elle se lève, elle va à l'agence, elle essaye les vêtements et s'ils lui vont bien, c'est parfait. Elle se fait maquiller, coiffer. Ensuite, elle met officiellement les vêtements. Elle se fait prendre en photo par les photographes avant le défilé. Elle défile et pendant qu'elle défile, elle se fait prendre en photo. Voilà. Puis est-ce que ça pourrait devenir son métier dans la vie? Oui, ça pourrait. Enfin, ce serait plus un complément de métier parce qu'elle trouve ça assez instable comme, Okay. comme environnement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Elia. On continue avec Marine qui nous parle des recrues des comédies musicales françaises. Bonjour Marine. Bonjour Félix. Alors, qu'est-ce qui a motivé Mathilde à se lancer dans la comédie musicale? Alors Mathilde, elle a fait un master en théâtre, elle est amoureuse du théâtre depuis qu'elle est toute petite et elle voulait faire de la comédie musicale. Elle a donc découvert l'école NS World sur les réseaux sociaux grâce aux élèves qui partageaient leur quotidien. Et suite à ça, Mathilde a sauté le pas et s'est inscrite. Puis ça ressemble à quoi, une journée typique dans le programme? Alors, en soi, elle avait des cours de théâtre et de chant, tous les jours, 3 heures par jour. Elle avait également des cours de danse et également, elle a pu expérimenter les auditions, car à la fin de l'année, il y avait toujours des spectacles de fin d'année et c'était sur audition. Puis comment les auditions ont-elles aidé Mathilde pour sa future carrière? Alors, en soi, les auditions, elles ont été super formatrices parce qu'il y en a une qui l'a beaucoup marquée. Elle a malheureusement chanté faux tout le long. Ça a été très dur mentalement et ça lui a appris du coup à passer des auditions pour le futur. Puis est-ce qu'elle a eu de la difficulté justement après à entrer dans le milieu professionnel? Oui, c'est un milieu qui est très fermé. Malheureusement, les productions reprennent souvent les mêmes chanteurs qui étaient là dans les autres comédies musicales. Okay. Malheureusement, le chant ne fait pas tout. Il faut aussi savoir jouer. Le théâtre est très important pour entrer dans l'histoire.
Puis c'est quoi ses projets d'avenir dans le domaine du spectacle? Alors à l'heure actuelle, Mathilde, elle est prof de danse dans une association. Elle enseigne la danse et la comédie musicale aux tout petits. Et également, elle est coordinatrice de spectacle à la NS World. Et pour le futur, elle souhaite passer les auditions pour les comédies musicales dans les parcs d'attractions du style Disneyland Paris ou le parc Astérix. Super. Et on lui souhaite plein de bonheur dans sa vie professionnelle. Merci beaucoup, Marine. Merci. On termine avec Shauna Gravel qui nous parle d'improvisation. Allô, Chao? Allô? Alors, peux-tu nous en dire plus sur ton invité? Oui, Félix, la personne que j'ai interviewée se nomme Laurence Harvey. C'est la directrice générale de la l'INE du volet culture. Elle a aussi fait ses années d'improvisation là-bas, donc elle cumule 8 années d'improvisation dans son sac et c'est elle qui gère l'équipe de coach qui entraîne les jeunes de demain dans l'improvisation. Puis est-ce que l'impro a toujours été aussi répandue? Comme le soulignait mon invité, dans le passé, c'était pas autant mis de l'avant. C'est un loisir qui s'est progressivement concrétisé avec le temps en une véritable discipline, surtout dans les écoles secondaires où c'est davantage promis, où il y a de plus en plus de jeunes qui veulent jouer. Puis est-ce que les jeunes ont du mal à se mettre en scène? Avec la nouvelle génération, Laurence m'a expliqué qu'ils ont beaucoup de limites sociales sur le fait que leurs blagues pourraient être considérées comme gênantes. Donc, c'est un facteur qui peut vraiment empêcher le développement de l'improvisation, selon elle. Mais elle spécifie aussi que l'envie de jouer chez les jeunes est très présente, mais qu'il est important de développer un talent sans soucier du regard des autres. Donc, le ridicule ne tue pas, comme le si bien dit mon invité. Effectivement. Alors, quelles sont les meilleures qualités d'un improvisateur? L'improvisation, c'est se mettre en scène. Donc, Laurence m'a expliqué que l'important, c'est de se créer une confiance en soi. Mais le plus important, c'est l'assurance. Il faut incarner un personnage loufoque, l'assumer jusqu'au bout, mais il faut oser la folie, en gros. Oui, je suis très d'accord avec ça. Puis est-ce qu'il y a des programmes au secondaire pour ça, justement? C'est une excellente question, Félix. Oui, il existe bien un programme qui a été mis en place par l'imprévu à la polyvalente Dominique Racine qui propose une concentration en improvisation, m'a informé Laurence. C'est mis en place par Marc Guillol, quelqu'un qui a quand même pesé dans l'improvisation, il était coach, etc. Donc, c'est où que les jeunes peuvent aller pour justement commencer l'improvisation? L'improvisation, il y en a au Patro de Jonquière, il y en a souvent dans les écoles. Ils peuvent aller s'inscrire, ils peuvent aller demander d'informations dans les secteurs de loisirs de leur école ou même demander, se créer une équipe. Ça se fait facilement de même. Merci beaucoup, Chao. Alors, c'est ce qui conclut l'émission. Merci à tous les journalistes qui ont été présents aujourd'hui. Donc, Élodie Résine, Jade Bolduc, Thémis Desmadrilles, Elia Lemoine, Marine Langtin ainsi que Shauna Gravel. Alors, bonne soirée.